Bonjour. On va commencer, on va passer 20 minutes ensemble. Déjà, je suis extrêmement ravi d'être aujourd'hui avec vous, de vous parler d'expérience collaborateur. On prendra les questions et les réponses à la fin. J'ai prévu 5-6 minutes. Et globalement, si vous avez des questions très précises sur le sujet, vous pourrez toujours nous voir sur notre stand PwC, stand 103. Voilà. Peut-être me présenter très rapidement. Je m'appelle David Henry. Je fais partie de l'Experience Center, qui est la branche dédiée au design de services de PwC. Et Bonjour, moi je suis Sébastien Laplanche, je suis consultant sur la région Grand Ouest, basé à Nantes, et spécialiste et représentant de l'Experience Center sur la région Grand Ouest et des approches dites collaboratives, voilà, en plus du conseil. Ça marche. Donc, on a pas mal de choses à voir ce matin. L'idée est évidemment de ne pas tout vous détailler comme une bible, mais plutôt vous donner les clés de compréhension d'où l'importance de l'expérience collaborateur et de l'harmonie entre l'expérience collaborateur et l'expérience client. Qui parmi vous déjà s'est posé la question de l'importance de modifier, faire évoluer, améliorer son expérience collaborateur? Ah, quelques-uns. Bon, j'espère qu'il y aura plus de mains qui vont se lever à l'issue de cette présentation. Très rapidement, on va voir qui on est, le lien entre expérience client et expérience collaborateur, pourquoi elle est importante. Et puis, on va parler de concret, comment on améliore son expérience collaborateur. Et des key takeaways. Pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous envoyer le support de présentation à l'issue de l'atelier. Très rapidement, parce que ce n'est pas du tout l'objectif de l'atelier, qui on est? Je te passe la parole, Sébastien. Voilà, donc sur Nantes, on est une équipe de 70 personnes à peu près, dont 25 consultants. Et encore une fois, on a une branche dédiée sur tout ce qui est méthode et approche collaborative. Donc c'est du design sur mesure de sessions collaboratives pour aider nos clients à accélérer sur l'émergence de solutions en utilisant l'intelligence collective et pas chacun dans son coin. Et on fait le lien et la passerelle avec l'Experience Center que David Henry va vous présenter. Exactement. Donc PwC a une particularité, a finalement construit depuis maintenant 5 ans une branche dédiée au design de service et au design d'expérience. Aujourd'hui, on est 62 designers de services et d'expérience. C'est basé à Paris, mais on travaille finalement dans une vingtaine de régions aussi dans toute la France. Pour la région France, on travaille aussi à l'international. Et on accompagne une 50aine de clients chaque année sur ces sujets, dont le sujet expérience client et expérience employée. Et on a un lieu à Paris, un hôtel très sympa d'ailleurs. Pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous recevoir. Et effectivement, on n'est pas que présent en France, on est présent aussi dans 40 pays du monde, dans 40 Experience Centers, 850 designers présents dans le monde entier, qui travaillent et qui collaborent étroitement avec les autres lignes de métier de PwC. Donc on fait des missions conjointes avec le consulting, que vous connaissez peut-être. On travaille aussi avec nos métiers d'expertise comptable, nos métiers aussi de juridique et fiscal, ou même nos métiers de TS, transaction service ou service financier. J'arrête de parler de la boîte, parce que ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. Puis vous pourrez toujours passer au stand nous voir. Alors le lien entre expérience client et collaborateur. Alors les deux sont hyper importants. Globalement, alors nous on fait pas mal d'études avec l'Association française de la relation client notamment. Les canaux c'est un constat de la relation client les plus utilisés. 83% c'est via les call centers, 61% c'est via l'emailing et 59% c'est le face-à-face. Donc l'humain, c'est un peu la conclusion, reste quand même au cœur d'une bonne expérience client et d'une bonne relation client. Et finalement, cette expérience client est intimement liée à l'expérience collaborateur. Alors, on peut citer Richard Branson qui dit « Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients ». Je pense que c'est une maxime, s'il y en avait une à retenir, ça serait celle-là. Alors, on parle de symétrie des attentions, d'équilibre des attentions, notamment en l'expérience collaborateur, l'idée étant d'attirer des talents, les retenir et faire qu'ils soient heureux et donc qu'ils collaborent bien avec vos clients. Et effectivement, sur le côté client, c'est les connaître leurs attentes, créer des expériences qui vont être différenciantes. Pas uniquement, alors, on pourrait dire on parle uniquement de grands groupes ici, mais ça peut être à l'échelle. Je voyais la présentation de la Civette hier soir au Vœu. Il y a un travail de repenser, prêter attention à l'expérience client et à l'expérience collaborateur, même à cette échelle-là. Donc n'importe qui, n'importe quelle société de n'importe quelle taille, doit se poser ces questions aussi. Et effectivement, quand on investit dans l'expérience employée, on ne fait pas juste plaisir à ses employés, on travaille aussi
à améliorer la performance de son entreprise. Différentes études, et on cite d'ailleurs nos concurrents, donc on est assez à l'aise là-dessus. Les entreprises qui ont amélioré leur expérience collaborateur ont multiplié leur chiffre d'affaires par 2,1, étude Jacob Morgan, et elles sont 21% plus profitables. Donc c'est les chiffres. Puis globalement, alors je ne sais pas qui parmi vous a repensé complètement son expérience collaborateur. Une personne, très bien. Quelle société? Assurance. D'accord. Bah, j'ai des exemples dans l'assurance, tombe bien. Juste après. Donc, ceci étant dit, comment on améliore, comment faire de l'expérience collaborateur une réalité? Alors, déjà, vous les listez, mais encore une fois, j'invente rien, mais ça coûte rien de les repréciser. Les moments clés de l'expérience employée. Alors, ça va finalement très en amont, au niveau de leur arrivée, jusqu'à leur départ. Et c'est hyper important quand même le départ, de soigner le départ de vos employés. Ça paraît une hérésie, mais c'est très important. Le fait de célébrer un départ, de remercier un collaborateur, de travailler finalement la sortie. Il y a l'onboarding et l'outboarding qui sont hyper importants. Et nous, typiquement chez PwC, il y a un processus qui est plutôt agréable, on va dire, quand on quitte l'entreprise. Pourquoi? Parce que nos collaborateurs d'aujourd'hui sont probablement nos clients de demain. On a un avantage là-dessus. Et puis, le monde est petit, donc ils sont toujours amenés potentiellement à travailler avec nous. Entre ces deux moments-là, il y a effectivement l'arrivée, on va être pré-onboardé, on va être intégré, apprendre, être formé à l'entreprise, évaluer et être évalué. Hyper important, l'évaluation 360 degrés. Ce n'est pas juste les collaborateurs qui doivent être évolués, c'est aussi tout le management. Travailler, donc les conditions de travail, et j'y reviendrai juste après, être soutenu, s'épanouir, vivre ensemble. Alors vivre ensemble, il y a une valeur, quand on parle d'expérience employée, on parle souvent de famille ou d'univers familial dans l'entreprise. C'est important que le collaborateur, on passe quand même 2/3 quasiment de notre vie au bureau, 1/3 en l'occurrence. Si on compte pas la nuit, ça fait 2/3. Et donc voilà, faut se sentir bien. Alors, il y a 4 dimensions, et j'y reviendrai avec des exemples concrets juste après, pour travailler l'expérience employée: la vie quotidienne, l'environnement, la carrière et le développement, la culture et les valeurs. Ces 4 piliers-là, je vais vous expliquer après comment concrètement on peut les travailler, et je vous donnerai à chaque fois un exemple d'une réalisation de choses qu'on a fait finalement pour nos clients. Donc la vie quotidienne, c'est tous les éléments non business qui impactent le travail au quotidien. Donc c'est beaucoup en fait finalement les processus et les outils. Parce que si vous n'avez pas les bons outils, c'est compliqué de travailler. Pas forcément digitaux, ça peut être des outils manuels. L'environnement de travail, donc le cadre, des environnements créatifs, ça peut être la décoration, ce genre de choses. Le team building aussi, c'est important. La carrière et le développement, je pense que ça, c'est assez connu. La culture et les valeurs, c'est souvent ce qui est oublié. Culture et valeurs, je vous donnerai un exemple avec Claranet, qui d'ailleurs est implanté à Nantes. C'est la raison d'être de l'entreprise, et comment ces valeurs-là, les collaborateurs s'y retrouvent, et finalement, ça va être un liant global dans leur carrière et dans leur quotidien dans l'entreprise. Je regarde l'heure passée. Donc ces 4 dimensions sont clés pour atteindre 4 grands objectifs. J'en ai parlé un peu en introduction. Premier, c'est attirer les meilleurs talents. Et on le voit aujourd'hui, il y a certains profils qui sont durs à recruter, notamment, alors je peux citer dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, plus largement même, hier on parlait lors des vœux de soudeur, donc c'est n'importe quel type de talent. Fidéliser les talents et réduire le taux de turnover. Turnover, c'est les départs. Engager et motiver les équipes au quotidien. Favoriser l'innovation, parce que finalement des collaborateurs qui sont bien dans l'entreprise vont avoir une facilité à innover. Le tout évidemment, améliorer la productivité, la performance de votre entreprise, j'en ai déjà parlé. Bon, il y a un contexte particulier pour chaque finalement expérience employée. Certains à quels nous on a pu retravailler sur des expériences globales, sur la culture, sur le workplace, sur le process et l'outil, mais je vais vous préciser juste après. La boîte à outils, c'est vraiment une démarche que je vous préconise, hyper importante, inspirée évidemment du design thinking. Qui connaît le design thinking? Tout le monde, très bien. Qui en a entendu trop parler? Quelques mains qui se lèvent. Donc bon, voilà, c'est ça. Donc découvrir, on commence toujours par comprendre le collaborateur, toujours. Donc quoi que vous fassiez, hyper important, vous faites des interviews, des focus group, ce qu'on appelle des pulse surveys, ça va être des questionnaires à grande échelle, si vous avez plus d'une centaine de collaborateurs, mais il faut aller à leur rencontre, les écouter. Je revoyais avec un outil qui est intéressant qui s'appelle le journal de bord. Vous pouvez mettre en place un journal de bord dans une phase d'écoute collaborateur. Journal de bord, c'est vous donnez finalement un papier, un stylo à vos collaborateurs, enfin, ou un journal que vous imprimez,
et vous leur demandez de noter tous les problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Et ça, vous récupérez le journal de bord au bout de 2 semaines et vous l'analysez. Vous aurez plein, en tout cas, d'idées sur comment améliorer l'expérience collaborateur. Une fois que vous avez bien compris c'est quoi le problème ou, on va dire, les points d'amélioration ou même les opportunités de nouvelles manières de travailler pour vos collaborateurs, vous allez les définir. Donc, c'est imaginer les futures expériences, comment avec des ateliers de co-création, d'idéation, mais la co-création est hyper important. Donc, non seulement vous écoutez vos collaborateurs pour les comprendre, mais vous allez aussi les écouter au moment où vous allez définir avec eux la nouvelle manière de travailler. Et enfin, vous allez déployer. Pour déployer, je ne peux que préconiser une approche vraiment itérative, c'est-à-dire vous allez prototyper ou en tout cas expérimenter ces nouvelles postures, ces nouveaux process, ces nouvelles méthodes avant de le déployer à large échelle. Évidemment, si vous avez une boîte de 10 employés, vous n'avez pas besoin de faire non plus des tests ou des pilotes. Vous pouvez directement le déployer. Mais si vous avez une entreprise à plus de 100, 200, 300, 1000 personnes, il ne faut pas hésiter à tester avant de déployer parce qu'il y a des complexités que vous n'aurez pas forcément vues au début. Alors, l'environnement de travail. Quand retrain, alors, je vais vous faire les 4 points, environnement de travail, process et outils, etc. Je vais faire point par point. À quel moment? Par exemple, à l'occasion d'un déménagement ou d'une rénovation. Alors, évidemment, là, c'est des locaux un peu luxueux, c'est chez nous. On est plutôt bien là où on travaille, mais voilà, c'est pas forcément de mettre des moulures au plafond, évidemment. Donc quoi? Donc ça va être les bureaux, ça va être les services, la cafétéria, ça peut être aussi passer par le dress code, même les modes de travail, le remote ou le work at home ou le travail à domicile. Voilà, en période de grève en ce moment, c'est intéressant d'être clair là-dessus. Comment on va identifier les usages des collaborateurs? On va créer des espaces et des modes de travail qui répondent aussi à la flexibilité et à leurs attentes. Proposer des outils aussi et des organisations qui sont compatibles. Alors, pour vous donner un exemple concret, on a travaillé avec la Massif à repenser intégralement leur nouveau mode de travail. Comment on s'y est pris? On a mené une trentaine d'entretiens avec les collaborateurs. On leur a donné un journal de bord qu'ils ont tenu pendant 2 semaines. On a analysé ce journal de bord. Et ensuite, sur toute cette donnée-là, on a fait 2 ateliers de créativité avec en l'occurrence, il y avait une quarantaine de collaborateurs dans lequel on a co-créé dans une journée, on a identifié des pistes d'amélioration de leur organisation, de leur travail. De cette piste, finalement de ces pistes-là, on a concrétisé 6 dispositifs, dont un qui est présenté ici, qui s'appelle le kit de réunion. Le kit de réunion, c'est quoi? C'est une nouvelle manière d'organiser des réunions. C'est-à-dire, au lieu de se dire, je vais aller dans une salle, on va se mettre autour de la table et on va lancer un PowerPoint, on va définir, pas uniquement ça, on va définir une posture, un lieu. Ce n'est pas forcément dans une salle de réunion, ça peut être dehors, ça peut être à la cafétéria. On va définir une durée, ce n'est pas forcément 1 heure, ça peut être 15 minutes, ça peut être 5 minutes. Une fréquence, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les mois, etc. etc. Et donc ce kit-là, qui est une boîte, en fait, a été déployé auprès de 6 collaborateurs qui ont été des sponsors de ces nouveaux modes de travailler et ils l'ont testé pendant plusieurs mois dans toute l'entreprise. Donc les résultats se sont tout de suite fait sentir. L'impact a été très positif. C'était dans le cadre de leur déménagement dans des locaux à Lyon. Voilà. Notez vos questions. Vous avez des questions, je vois des regards. Alors la culture, ça peut être lors d'une fusion, d'un changement de direction, ou plus largement si vous posez des questions sur la culture. Ça, encore une fois, c'est une photo de nos designers qui sont drôles. Ouais. Donc la culture, hyper importante, c'est d'identifier les usages des collaborateurs. Il y a la culture de l'entreprise d'un côté, officielle, et il y a un peu la shadow culture, ou la culture qui, entre guillemets, n'est pas écrite dans les livres. Et donc l'idée, ça va être de proposer des services qui facilitent le quotidien, de créer des cérémoniaux. Donc des cérémoniaux, ça peut être, nous typiquement on organise ce qu'on appelle la grosse réu. Tous les lundis matins à 9h30, l'ensemble des équipes se réunissent et abordent les événements à venir pour la semaine, les sujets en cours, et il y a un moment de temps de parole et de partage de l'ensemble des collaborateurs. Ça dure 30 minutes toutes les semaines, mais c'est un moment qui est important. Nous on est 60, donc on peut se le permettre, effectivement si on est plus, c'est plus compliqué, mais je vous invite fortement à le faire. Et la culture, ça va être aussi des événements. Ouais, il s'est passé un truc avec l'écran. Voilà. Dites-moi si... Le classique, voilà, ça revient. Ça va ressauter, je le sais. Donc un exemple, on a imaginé la culture de la start-up Claranet. Donc Claranet qui était passé, alors c'est plus qu'une start-up aujourd'hui, ils ont des bureaux dans toute la France, dans lequel on a identifié 3 niveaux de culture. Une culture intentionnelle, une culture dite alignée,
et quelque chose d'explicite et donc formalisé et donc écrite. Comment on s'y est pris? On a impliqué une centaine de collaborateurs, une vingtaine d'entretiens. On a fait 5 workshops, donc 5 ateliers avec eux, et on a défini en fait tout un guide. Là, c'est un exemple sur le courage, le parler vrai. C'est comment on peut faire des prises de parole plus efficaces, comment on peut favoriser la culture du feedback avec des solutions assez concrètes. Donc tout ça intégré dans la culture de l'entreprise. Pourquoi? Pour identifier des problèmes ou des sujets assez rapidement. Carrière et développement. Quand c'est tout le temps, il n'y a pas vraiment de moment particulier. Ça va être sur quoi? Les méthodes de management, l'organisation, la politique salariale. Comment? C'est penser le parcours collaborateur sur des moments de vie. Donc, je vous ai présenté en entrée, ça va être l'arrivée, le départ et tout ce qui se passe entre les deux. Donc les périodes d'évaluation, ça peut être les points carrière, le travail au quotidien. Et donc ça va être d'instaurer des modes de management innovants. Quand vous êtes organisé, ça a ressauté. Bon, vous arrivez à lire, hein. De toute façon l'image n'est pas critique, donc on va voir si ça va rester comme ça. L'idée étant d'accroître l'autonomie des collaborateurs. Donc un exemple, on a travaillé avec Accor, donc le groupe Accor Hotel, pour repenser l'expérience en ligne des candidats. Donc l'idée étant de faire toujours pareil une série d'entretiens, d'interviews avec des candidats potentiels et d'adapter selon le support les fonctionnalités. C'est quoi les attentes des candidats? Qu'est-ce qu'ils veulent retrouver par exemple sur la plateforme LinkedIn? Est-ce qu'ils ont envie d'être recrutés via, comme ils en parlaient hier, via Instagram, via Facebook? Est-ce que c'est des canaux qu'ils privilégient? Et sur quels canaux finalement, quelle approche, quel discours et quelle information délivrer? Il est 25, donc il va falloir que je termine rapidement. Les outils et les processus, hyper important. Donc sur les outils, là vous ne voyez plus rien. Sur les outils, donc c'est quoi? C'est les outils métiers. Il faut d'abord comprendre c'est quoi votre environnement et votre écosystème existant. Est-ce que vous êtes sur Microsoft? Est-ce que vous êtes sur Google? Est-ce que vous êtes sur des outils internes? Et se dire, est-ce qu'aujourd'hui ces outils répondent bien à vos besoins d'un point de vue meeting, d'un point de vue partage d'informations, pour innover aussi. Un exemple concret, pareil, Hôtel Accor, au client. Là, on est passé, comme il y a quand même beaucoup de collaborateurs à ce niveau-là, c'était pour le personnel hôtelier, de finalement trouver sur un parcours utilisateur les différents points de frustration et donc les points d'amélioration par rapport à un écosystème d'outils digitaux. Comment on fait? On va d'abord commencer par identifier quelles sont les cibles, donc ce qu'on appelle des personas. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est Adam qui est réceptionniste. Et cet Adam-là, on va faire différents entretiens avec différents réceptionnistes pour lister tous ses moments de vie. C'est-à-dire quand il arrive le matin, quand il se logue sur son ordinateur à l'accueil, quand il met en place son accueil, et finalement, quels sont les moments critiques dans son travail au quotidien. Et on a identifié des moments en fait, qui posaient problème et qui pouvaient être résolus, non pas par une posture, une culture ou un management plus efficace, mais par un outil qui avait besoin finalement d'évoluer. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'expérience collab, c'est un des vecteurs clés de la satisfaction client, ça j'ai déjà dit, notamment à cause de la prévalence, donc l'importance de l'humain dans la relation client. C'est préférable de penser l'expérience collaborateur dans sa globalité. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement une question de politique salariale, de management, mais il y a la culture, il y a la valeur, il y a les process et les outils, il y a l'environnement de travail, donc c'est vraiment une globalité. Et c'est évidemment nécessaire d'adapter tout ça aux spécificités de son entreprise et de ses employés. D'où l'importance, on va dire, de vraiment comprendre, de faire des interviews, de faire des entretiens avec vos collaborateurs, de leur donner un journal de bord. Tout ça, ça va vous donner plein d'informations. Merci beaucoup.